Ouvrons ce journal avec les titres. Cérémonie de consécration des pasteurs, apôtres et prophètes à la mission mondiale du Christ, œuvre et action en Côte d'Ivoire. C'était le samedi 20 mai. En République démocratique du Congo, les autorités approuvent l'utilisation du vaccin expérimental contre le virus Ebola. À l'international, Trump, Erdogan, Juncker, Macron fait son entrée sur la scène internationale. À Cuba, les bas salaires poussent les diplômés hors des bureaux. Terminons en sport, le Cameroun se prépare pour la Coupe des Confédérations. Bienvenue à tous, vous suivez le journal de Béni TV. Débutons avec l'actualité religieuse locale. La mission mondiale du Christ, œuvre et action en Côte d'Ivoire a organisé le samedi 20 mai 2017 une cérémonie de consécration de ses pasteurs, apôtres et prophètes. C'était en présence de parents et amis. C'est par une procession en fanfare qu'a débuté la journée de consécration des pasteurs, apôtres et prophètes de la mission mondiale du Christ, œuvre et action en Côte d'Ivoire. Après cette entame dans la louange, un mot de bienvenue a été adressé aux parents, amis et invités qui ont fait nombreux le déplacement. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, nous prenons la parole au nom de l'Église internationale du Vainqueur et de toutes les églises sœurs qui l'accompagnent pour exprimer notre joie et notre grande satisfaction de vous compter parmi cette auguste assemblée. À tous et à toutes, bienvenue. Au total, 6 serviteurs de Dieu, des pasteurs, apôtres et prophètes ont été présentés au peuple pour leur consécration devant Dieu. Dans son message, le bishop Dadie Blaise a rappelé les fondements de la consécration en appelant les nouveaux consacrés à ne point se détourner du chemin du sacerdoce. Ne cherchez pas la récompense de l'homme, cherchez la récompense de Dieu. Quelqu'un est un milliardaire, il vient dans ton église, mets là-bas. Toi, tu restes en haut. Amen. C'est toi qui as appelé. Et ça veut dire que c'est à toi de la rencontre. Et c'est toi qui vas rencontrer Dieu. Donc, on peut dire, quand vous connaissez la parole de Dieu, vous devenez un homme de grâce. Tu peux marcher pour 10 ans. La 11e année, tu vas te donner des 4x4 des voitures que personne ne voit jamais. Parce qu'il a pris la sincérité. Il a pris ton cœur. Il a pris ton dévouement. Il faut te donner tout entier. Ne fais pas de résistance et ne fais pas de réserve en soi et en toi. De toute façon, tu as commencé à la chaleur de l'Esprit de Dieu continue jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oui, je suis. À l'appel de leur père spirituel, les consacrés ont répondu par un engagement ferme dans une prestation de serment, avant d'être revêtus chacun et chacune de leur tenue sacerdotale. Par onction d'huile et imposition des mains, le bishop Dadie Blaise a ensuite consacré les nouveaux pasteurs, apôtres et prophètes. À partir d'aujourd'hui, je te consacre. Le nom est vers toi pour aller partout. À partir d'aujourd'hui, reçois. Merci beaucoup. Des certificats leur ont été remis par le bishop Dadie Blaise pour attester de leur nouveau ministère. Et la belle cérémonie a pris fin dans une bonne ambiance avec les félicitations et remises de dons des parents et amis. Le dimanche 28 mai 2017, l'église évangélique Puissance et Morale de Yopougon-Santé a célébré ses 10 ans d'existence. Une cérémonie haute en couleurs que vous relate ici l'équipe de reportage de Béni TV. Un uniforme aux couleurs rose et bleu, des ballons mais également des guirlandes, tout était réuni pour faire de la célébration des 10 années d'existence de l'église évangélique Puissance et Miracle de Yopougon-Santé un moment inoubliable. De prime abord, l'installation et la présentation des différents invités et hommes de Dieu venus rehausser de leur présence cette cérémonie.
Ensuite, c'est au tour de l'épouse du leader de la mission, Maman Amani, de prendre la parole afin de retracer l'histoire de l'Église. Succédant à son épouse, le prophète Brou Mathieu, fondateur de la mission, est monté au pupitre pour transmettre au peuple le message du Seigneur. Permets que ce matin, Jésus dise un mot. Si Jésus dit un mot, sur ta vie change immédiatement. Tu rencontres Jésus, c'est un changement. Gloire à Jésus-Christ. Jésus ne regarde pas ton âge, ta forme, ton intellect. Il ne regarde pas ta connaissance. Il ne regarde pas ta richesse, mais seulement dispose de ton cœur. Et quand il va dire un mot, ta vie va changer. Au sortir de cette célébration des 10 années de l'église évangélique Puissance et Miracle de Yopougon Santé, le prophète Mathieu Brou et son épouse ont exprimé toute leur reconnaissance au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour les 10 ans qu'il nous a donnés. Et il nous a donné de donner naissance à ce ministère-là. Nous sommes vraiment dans la joie. Et ce jour-là, nous avons choisi ce jour pour le célébrer, pour lui dire merci. Nous n'avons pas réalisé cela de nous-mêmes, mais c'est lui qui a guidé nos pas, c'est lui qui nous a instruits, c'est lui qui nous a donné d'arriver là où nous sommes. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de lui dire merci et lui demander de nous accompagner encore jusqu'à ce que nous quittons la terre et que nous laissons comme héritage ce ministère à nos enfants, nos petits-enfants spirituels pour continuer cette œuvre-là jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes venus ici difficilement parce qu'on n'a pas de soutien venant d'ailleurs. Mais nous avons compté sur le Seigneur qui nous a fait venir. Il a pourvu à nos moyens financiers malgré qu'on n'avait rien. On a pu implanter l'œuvre et aujourd'hui, l'œuvre a 10 ans. Grâce au soutien de mes enfants et de mon épouse, surtout qui se battent très fort. Et ma grande joie, nous avons eu notre agrément. Et aussi dans la même année, voici que nous sommes en train de fêter nos 10 ans. Et l'œuvre ici qui n'existait pas du tout, aujourd'hui l'œuvre existe et aujourd'hui nous sommes fiers. Je suis très heureux, je suis un serviteur heureux, fier à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Je lui rends gloire, je lui rends honneur, que son nom soit béni à jamais. En Afrique, plus précisément au Gabon, le dialogue politique initié par le président Ali Bongo Ondimba s'est achevé après près de 2 mois de négociations. En l'absence de l'opposition radicale, ce dialogue semble ne pas avoir atteint ses objectifs. Clap de fin du dialogue politique gabonais. Après près de 2 mois de négociations, cette concertation nationale s'est clôturée le 25 mai avec un rapport final publié le 26 mai. L'objectif de ce processus, voulu par le président Ali Bongo Ondimba, était d'entériner une série de réformes. Des réformes sur lesquelles des consensus n'ont pas toujours été trouvés. Et je constate qu'au bout de 2 mois de discussion, de pseudo-dialogue, eh bien on sort avec des astuces. On nous redit que le mandat présidentiel ne sera pas réduit de 7 ans à 5 ans, qu'il sera renouvelable indéfiniment, etc. Nous ne sommes pas dans la question de la crise gabonaise. Si le président conserve son mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment, son élection sera désormais à 2 tours. L'influence du chef de l'État sur la Cour constitutionnelle reste inchangée. Il devrait continuer de nommer 3 juges, dont le président de la Cour. Le nombre de députés, dont le mandat reste de 5 ans renouvelable, devrait quant à lui augmenter, mais aucun chiffre n'a été donné. Les sénateurs verront de leur côté leur mandat être réduit de 7 à 5 ans. Tout ce qui a été étudié, tout ce qui a été élagué, tout ce qui a été proposé soit appliqué dans son intégralité. Mais il se trouve que le pays a des institutions en place. Ce sont ces institutions qui vont procéder au filtre. Ce dialogue achevé aura-t-il suffi à réconcilier les Gabonais entre eux et à redonner espoir aux nombreuses familles sinistrées au sortir de la crise post-électorale d'août 2016? C'est là toute la question. Les conclusions des travaux menés pour la modernisation de la vie publique gabonaise devraient être transformées en texte de loi dans les prochains mois.
En RDC, à présent, les autorités en charge de la réglementation du système sanitaire ont approuvé l'utilisation d'un vaccin expérimental contre le virus Ebola. Cette mesure devrait permettre d'endiguer la propagation de l'épidémie suivante. Le vaccin expérimental d'Ebola sera utilisé en RDC. Les autorités en charge de la réglementation du système sanitaire du pays ont donné leur feu vert pour endiguer la propagation de l'épidémie qui s'est signalée dans une localité du Nord-Est. Ce vaccin a déjà été testé en 2015. Pour la directrice Afrique de l'OMS, il pourrait faire une énorme différence. C'est un outil supplémentaire qui peut être déployé afin qu'il puisse contribuer, comme les autres mesures, à limiter l'infection. Donc je pense que cela pourrait être bénéfique pour cette épidémie et d'avoir une idée plus claire de ce vaccin afin qu'il puisse être autorisé et utilisé de manière plus large. C'est une opportunité énorme. Actuellement, la RDC compte 2 cas confirmés d'Ebola, 4 décès probables et 16 cas suspects. Un système de gestion des incidents mis en place devrait être plus rapide, malgré les défis liés à l'accès à la zone d'éclosion. Donc, au lieu d'avoir des gens qui courent ici et là de manière non coordonnée, nous désignons un gestionnaire, un seul individu qui est sur le terrain et qui coordonne ce que nous faisons. Et alors, tout le monde rend compte à cette personne qui est sous la direction du bureau local de l'OMS afin que les choses aillent plus vite. L'évaluation du risque d'épidémie dite élevée au niveau national, modérée à l'échelle régionale et faible au niveau mondial doit être réévaluée par l'OMS au fil de l'évolution de l'épidémie. Toujours en Afrique, confronté à une fronde de certains cadres de son parti, le président Jacob Zuma est parvenu une nouvelle fois à se maintenir à la tête de l'ANC. Il a échappé à une nouvelle motion de défiance lors d'une réunion du comité exécutif de l'ANC. Jacob Zuma reste à la tête de l'ANC. Poussé vers la sortie par des cadres de son parti, le président sud-africain vient d'échapper à une nouvelle motion de défiance. Réunis durant 3 jours à Pretoria en nombre restreint du comité exécutif de l'ANC, les dirigeants de la plus haute instance du parti, 107 au total, ne sont pas parvenus à démettre Jacob Zuma de la présidence du parti. Celui-ci s'en sort avec 54 voix contre et 18 voix pour, sur un ensemble de 72 voix. Critiqué pour ses choix politiques et pour avoir démis de ses fonctions le respecté ministre des Finances Pravin Gordhan, Jacob Zuma survit à une motion de défiance grâce à une majorité qu'il détient au sein du comité exécutif de l'ANC, analyse la presse locale. Quoi qu'il en soit, l'ANC en sort fragilisé, comme l'indique le score des dernières élections locales. Il y a 50 ans, le Nigeria vivait le conflit le plus atroce de son histoire. La guerre et le blocus du Biafra qui a suivi la sécession du pays Igbo le 30 mai 1967 a fait plus d'1 million de morts, principalement de famine et de maladies en moins de 3 ans. Drapeau du Biafra à la main, ces membres d'un mouvement indépendantiste de cette région du sud-est du Nigeria se rendent à l'église. Le pays se prépare à commémorer le cinquantenaire de la guerre du Biafra qui, entre 1967 et 1970, a fait plus d'1 million de victimes. Les plaies de cette période sont encore vives et certaines revendications sécessionnistes refont surface. Nous ne plaisantons pas. Et nous sommes des fanatiques concernant la restauration du Biafra. Telle est la vérité à ce sujet. Si les idées sécessionnistes restent populaires, c'est parce que certains habitants du Biafra se sentent exclus du pouvoir économique et politique. Pourtant, le territoire est riche en pétrole, alors certains ne cachent pas leur frustration. Nous avons beaucoup souffert dans ce pays appelé Nigeria. On a été privés de beaucoup de choses. Nous sommes censés être des personnes instruites, mais on ne va plus à l'école. Aucune de nos routes ne fonctionne. Toutes les ressources dans la terre de Biafra ont été utilisées pour développer le Nigeria alors que nous souffrons ici. 50 ans après, certains Nigérians ont du mal à tourner cette page douloureuse de l'histoire du pays. Le conflit a créé un immense ressentiment chez une partie des habitants et à l'approche de cette célébration, les autorités craignent des éruptions de violence. Il y a 1 an, des manifestations ont tourné au bain de sang. Au moins 60 partisans de ce mouvement indépendantiste avaient été tués.
Hôpitaux encombrés, personnel épuisé, patients mécontents, le secteur de la santé publique en Tunisie, considéré historiquement comme un axe stratégique de développement, peine à remédier à ses multiples maux et suscite de vives critiques. Des murs décrépits, du matériel en panne et des chambres délabrées. C'est un hôpital public de Tunis. Hadj Mahmoud est traité pour un cancer et attend de voir un médecin depuis des jours. Ici, les gens pauvres ne peuvent pas vivre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Personne ne nous écoute. Je suis fatigué. Depuis l'indépendance, le développement de la santé publique figurait au rang de priorité pour la Tunisie. Mais depuis les années 90, la corruption et la mauvaise gestion ont fait régresser le secteur. Une situation qui empire depuis la révolution de 2011. L'année dernière, la dette des hôpitaux publics a approché les 200 millions d'euros, d'après le ministère. Après la révolution, on a inscrit des projets qu'on n'arrive pas à réaliser, soit on a construit des structures et qui ne sont pas fonctionnelles, soit par manque de moyens humains, ressources humaines, soit par manque d'équipement, soit ils sont là fermés qu'on a oubliés. Les mauvaises conditions mettent aussi une forte pression sur le personnel médical. Ils doivent gérer des patients mécontents et un manque de moyens critiques. Chaque jour, nous avons des problèmes. Chaque jour. Au minimum, c'est une agression verbale. Même si nous essayons de parler avec les patients respectueusement. En 10 ans, l'espérance de vie en Tunisie est malgré tout passée de 66 à 73 ans. Mais en dehors de la capitale, la situation est bien pire. Et avec les coûts très élevés des cliniques privées, la plupart des Tunisiens doivent faire avec. À l'international, le président français a entamé jeudi à Bruxelles une longue séquence diplomatique au cours de laquelle il a rencontré Donald Trump. Emmanuel Macron fait ainsi son entrée sur la scène internationale. Nous avons une histoire commune, nous avons partagé des rêves communs. L'Europe, nous en avons fait des réalités et donc nous avons un avenir commun. J'ai été élu le 7 mai dernier par le peuple français sur la base d'un projet qui était largement européen et en gagnant face aux tentatives de repli, de rétrécissement et de destruction de l'Europe. Et donc c'est bien cela ce que je compte conduire. Je ferai ce pourquoi j'ai été élu en France, mais aussi en Europe. En France, la tombe du général de Gaulle a été vandalisée dans le cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne. Un individu a brisé la croix religieuse qui orne la tombe de l'ancien chef de l'État français. La tombe du général de Gaulle sans sa croix religieuse. Résultat d'un acte de vandalisme samedi après-midi ici, dans le cimetière de Colombey-les-Deux-Églises. Sous les yeux d'une caméra de surveillance, un individu est monté sur la croix et l'a brisée à coups de pied. Habitants et visiteurs sont sous le coup de l'émotion. Oh ben c'est terrible, c'est pas humain, c'est quelque chose d'atroce. Hein? Je vois ça, ça m'attriste parce que le général de Gaulle, c'est un rassembleur, c'était pas autre chose que... Lui, ce qu'il voulait, c'est que tous les Français s'aiment bien. L'incident s'est produit lors de la journée nationale de la résistance, dont de Gaulle a été le principal acteur et le héros. Il y a eu des témoins, oui. Oui, parce qu'il ne s'est pas caché. C'est une personne qui l'a fait vraiment comme ça. Pour moi, c'est pour ça qu'on pense à plutôt un déséquilibré. Un acte a priori sans motivation politique, aucune revendication n'a été faite. Deux suspects sont recherchés. Revenons aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a participé cette semaine à son premier sommet de l'OTAN. Il s'est ouvertement opposé à l'article 5 du traité qui prévoit de s'entraider en cas d'agression extérieure. Ce premier sommet de l'OTAN en présence de Donald Trump promettait d'être haut en couleur. Après avoir ironisé sur le coût du nouveau quartier général de l'OTAN, le président américain s'est installé à la tribune pour sermonner ses partenaires, tout en refusant de réaffirmer son adhésion à l'article 5 qui prévoit de s'entraider en cas d'agression. 23 des 28 États membres ne payent toujours pas ce qu'ils devraient payer pour leur défense.
C'est injuste envers le peuple et les contribuables américains. Si chaque membre de l'OTAN avait dépensé 2% de son PIB dans la défense l'année dernière, nous aurions 119 milliards de dollars supplémentaires pour notre défense collective et pour financer le fonds de réserve de l'OTAN. Trump voulait également que l'OTAN rejoigne la coalition contre Daesh. Certains partenaires hésitaient, mais l'attentat de Manchester lui a permis d'obtenir gain de cause. L'OTAN va officiellement rejoindre l'alliance contre le groupe terroriste État islamique dès que tous les États membres en auront fait de même, y compris l'Union européenne. C'est un signal fort, mais il est clair que ça n'implique aucune contribution supplémentaire de la part de l'Allemagne. Trump a plusieurs fois qualifié l'OTAN d'organisation obsolète. Aujourd'hui, il a exposé sa vision de l'OTAN du futur, une institution qui doit se concentrer sur le terrorisme et l'immigration ainsi que sur la menace russe. Des exigences fortes et peu de concessions. Trump n'a pas hésité à imposer son style à l'organisation transatlantique. À Cuba, les salaires poussent les diplômés à exercer de petits métiers pour arrondir les fins du mois. Dans un pays qui connaît une grande inflation et très peu d'investissements étrangers, la débrouille est une solution envisageable. Regardez. Tous les jours, Béatrice fait la pause. Mais la jeune diplômée en droit refuse de rester figée dans le temps. Je n'ai pas de mal à dire que j'ai étudié le droit, mais je ne veux pas le pratiquer. À Cuba, Béatrice gagne un meilleur salaire à jouer les statues vivantes qu'à défendre la loi et l'ordre. Comme avocate dans un cabinet, je ne gagnerai pas la moitié de ce que je fais en ce moment en jouant les statues vivantes dans la rue. José Antonio a fait un choix similaire. Infirmier, il gagnait une vingtaine de dollars par mois. Mais il a maintenant délaissé sa blouse blanche et enfourché un vélo-taxi pour nourrir ses 4 enfants. En une journée, je peux gagner le salaire mensuel d'un infirmier. Sur l'île de Castro, même si l'éducation est gratuite, le salaire moyen offert par l'État dépasse rarement les 30 dollars par mois. Un revenu de loin inférieur à la moyenne latino-américaine est souvent insuffisant pour survivre. Pour boucler leur fin de mois, les Cubains devraient gagner au moins 4 fois plus. Face à ce manque de perspective, beaucoup ont choisi d'émigrer ces dernières années. Mais ceux qui restent sont de plus en plus nombreux à travailler à leur compte. Grâce aux réformes de Raúl Castro, l'entrepreneuriat privé est devenu plus accessible. Et tout comme José Antonio, 1 demi-million de Cubains ont adopté ce nouveau mode de vie. Ça n'a pas été une décision facile, j'y ai beaucoup pensé, mais il fallait que je trouve une façon de subvenir aux besoins de ma famille. En choisissant des carrières moins prestigieuses mais plus lucratives, les Cubains sont aussi moins nombreux à s'inscrire à l'université. En 2015, l'île comptait 4 fois moins de nouveaux inscrits qu'en 2010. Une transformation plutôt drastique, mais que bien des Cubains, comme Béatrice, jugent nécessaire. Le parc national du Banff dans l'Ouest canadien accueille chaque année près de 4 millions de visiteurs. Pour les 150 ans du Canada, l'entrée aux parcs nationaux est gratuite et les autorités s'attendent à un afflux de touristes supplémentaires. Au parc national de Banff, dans l'Ouest canadien, la haute saison n'a même pas encore commencé que les touristes affluent déjà. Les réservations au camping ont doublé par rapport à l'année dernière. Et pour cause, cette année, pour les 150 ans du pays, l'entrée aux parcs nationaux du Canada est gratuite. Mais la forte augmentation du nombre de visiteurs cause aussi des problèmes. On a vu des élans, des ours ici. Et il y a des gens qui ne sont pas bien informés et sortent de leur voiture pour s'approcher des ours. C'est complètement fou. En plus des conséquences néfastes sur les animaux sauvages, la détérioration de la végétation, la pollution et les embouteillages générés par l'afflux de touristes créent l'inquiétude chez les défenseurs de l'environnement. La loi oblige l'Agence des parcs canadiens, c'est l'agence gouvernementale qui gère ces espaces, à privilégier la nature, mais ils ne l'ont pas fait. Trop de gens, trop vite, sans que la conservation soit la priorité. C'est un vrai risque pour ces parcs. En quelques décennies, la région montagneuse s'est transformée pour accueillir toujours plus de touristes. Ancien centre névralgique de l'industrie minière,
La région de Banff est rapidement devenue un haut lieu touristique du Canada, où 4 millions de personnes se rendent chaque année, un nombre en constante augmentation. Dans la communauté scientifique, le débat entre conservation de la nature et développement commercial s'est intensifié au cours de ces dernières années. Il y a une demande des gens, ce qui est sans doute une bonne chose, car plus il y a de gens qui veulent venir voir les parcs naturels, plus on est en mesure de les protéger. C'est à double tranchant. Il faut réfléchir soigneusement au développement et que chacun soit au courant des conséquences, d'une façon ou d'une autre. L'industrie du tourisme liée aux zones protégées représente 1,5 milliard de dollars par an au Canada. Mais l'année dernière, 2 fois plus d'argent a été consacré au tourisme qu'à la conservation des parcs nationaux. Terminons ce journal avec un mot de sport. L'équipe nationale du Cameroun de football affûte ses armes pour la Coupe des Confédérations qui se jouera en juin en Russie. Hugo Broos, le sélectionneur des champions d'Afrique, a publié une liste de 30 joueurs présélectionnés. L'équipe nationale du Cameroun de football affûte ses armes pour la Coupe des Confédérations qui s'ouvre le mois prochain en Russie. Hugo Broos, le sélectionneur des champions d'Afrique, a publié la liste des 30 joueurs présélectionnés pour participer à la compétition. Au final, seuls 23 feront le déplacement de la Russie. Cependant, 2 absences se sont signalées par rapport à l'équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations début février au Gabon. D'abord, celle de Clinton Djé. Le sociétaire de Tottenham prêté cette saison à l'Olympique de Marseille n'a pas retenu l'attention d'Hugo Broos. À 23 ans, le jeune attaquant n'a pas su s'imposer dans le club phocéen. La seconde est celle de l'ancien capitaine Nicolas Nkoulou, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il compte faire une pause avec les Lions indomptables. Ces absences font les affaires de quelques nouveaux joueurs et surtout de talents qui s'étaient retrouvés pris au piège du conflit entre leur club et la sélection nationale. La Coupe des Confédérations de la FIFA est prévue entre le 17 juin et le 2 juillet prochain. Le Cameroun évoluera dans le groupe B en compagnie du Chili, de l'Australie et de l'Allemagne. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes à vous, chers téléspectateurs. À bientôt.